C'était le corset qui gênait le plus Sarah Jane Smith, et pas seulement parce qu'il fallait être deux pour l'ajuster. Elle s'attendait à ce que le docteur la laisse s'en occuper, mais non. Il n'avait pas montré le moindre signe d'embarrassement alors qu'il laçait cette chose autour de son buste, en s'agitant dans tous les sens, et en chantant Jolly Good Luck to the Girl Who Loves a Soldier, avec sa meilleure voix de baryton, façon palais des variétés. « J'imagine que vous portez tout un tas de froufrous également, » dit-elle, s'efforçant de ne pas rougir. La tenue du docteur n'avait nécessité qu'un très faible ajustement pour complaire au code vestimentaire somptueux du Londres du XIXe siècle. La veste de smoking vert bouteille, la cape de Adam adamante, la chemise avec 2 bandes de dentelle brottée qui accompagnaient les boutons jusqu'à son col proéminent. Rien que cela lui aurait permis de passer pour un pré-raphaélite. Ses traits physiques, sa rafale de boucles albâtres, ses rouflaquettes crépues, son prodigieux nez aussi fier qu'un bec de dodo, n'aidaient pas à se détacher de l'image. Et maintenant que la garde-robe du Tardis venait de lui fournir un haut de forme doublé de velours et une cravate en soie pour aller avec sa veste, peut-être, pensait Sarah Jane, qu'il avait l'air trop victorien. Peut-être que les gens penseraient qu'il était dans la provocation. Le Tardis s'était matérialisé sous une arche du marché de Covent Garden. Les marchands débarrassaient leur cargaison, des gamins balayaient des choux égarés et des spirales de pelure d'orange. Un chien reniflait aux alentours, l'air contrarié, comme s'il aurait souhaité être au marché à viande de Smithfield. Sarah prit une goulée d'air frais. « Donc, que peut-on bien faire un samedi soir dans le Londres victorien ?» demanda-t-elle, à part rester ici pour lire des tracts religieux et écouter les maîtresses de maison jouer du Schubert. Le docteur referma les portes de la cabine de police derrière lui. « Vous avez regardé trop de drames en costume à la télévision, Sarah Jane. Les scènes de séjour sont bon marché. Tout ce dont vous avez besoin est d'un pianoforte, quelques belles robes et Near Down Porter. Ils ne vous montrent jamais ce qui occupe les Victoriens la nuit. Que diriez-vous d'un spectacle de trapézistes ou d'assister à un derby avec 6 chevaux sous une cloche de convoyeur, galopant comme des dératés ?» Il s'élança sur les pavés, prit une copie du Times de la main d'un vendeur de journaux et se mit à scanner la première page. Sarah farfouilla dans son sac pour trouver une pièce qu'elle pressa dans la main du jeune vendeur. L'empressement avec lequel ce type s'éparpilla en bas de la rue suggérait qu'elle s'était méprise sur son âge. « Qu'est-ce qui vous ferait envie ?» demanda le docteur. « Nous pourrions aller déguster un curry du côté de Berkeley Square. Je pense que le restaurant de Mohammed Dean est encore ouvert. Ou peut-être est-il descendu à Brighton et est devenu masseur. Nous pourrions prendre le train de Sydenham et trouver Blondin. Avec de la chance, on pourrait le voir poussin à Lyon dans une brouette à travers une corde tendue. Ou bien en train de faire son numéro avec une cuisinière. » Les yeux du docteur brillèrent de plaisir. « J'étais là, vous savez, quand il a essayé ce tour pour la première fois. Il a fait rouler sa cuisinière au travers des rapides des chutes du Niagara, a cassé un œuf et a cuisiné une omelette, 100 de pieds au-dessus de nos têtes. Puis il a laissé sa poêle glisser vers un bateau à vapeur qui s'éloignait des rapides. Il y a eu un terrible affrontement pour en avoir un morceau. Les gens attrapaient des miettes, mais ne savaient pas s'ils devaient les manger ou les garder comme souvenir. Vous en avez eu ? Bien sûr. Et alors ? Eh bien, il n'était pas Auguste Escoffier. Sarah prit le journal et scruta la date sous le gros titre, puis la lut à voix haute. 14 décembre 1861. Le docteur, qui était à mi-chemin d'une arche menant à une vieille rue passante, fit demi-tour et regarda la première page du journal par-dessus l'épaule de sa compagne. Il se frotta la nuque avec le creux de sa main. « Nous ferions mieux de nous décider rapidement, » dit-il. « Dans quelques heures, il sera difficile de trouver de quoi se divertir. » Marie Proulx avait de la monnaie dans sa bourse, et quelque chose qui était mieux que de l'argent. Elle défit le cordon et glissa sa main à l'intérieur. Sa peau entra en contact avec un nid d'argent froid. Cela la rassura. Puis elle enfonça ses doigts sous la couche de pièces jusqu'à toucher un objet parfaitement différent. Un petit flacon de verre avec un bouchon de métal. Une chaleur confortable en émanait, comme si quelqu'un l'avait rempli avec du charbon luisant. Mais personne n'avait fait cela, et Marie Proulx le savait bien. Elle sentit la chaleur parcourir le bout de ses doigts. Sa main, son bras, son épaule, son cou. C'était une bonne sensation, la sensation de Noël. Marie quitta la rue pavée et franchit la porte d'un restaurant à l'angle de Mercer Street. Le propriétaire avait un registre ouvert sur son comptoir. Il était occupé à en marteler les colonnes avec des chiffres. Quand il vit Marie s'installer sur un tabouret au bar, il referma son livre, se glissa vers elle en dégageant sa serviette de son épaule pour faire rutiler l'acajou du comptoir. « Un bœuf Wellington, » dit-elle en retirant son châle en velours. « Et je ne veux pas de ta viande de chat. » Le propriétaire surjoua son assentiment.
Et du thé, avec un nuage de lait, et prépare-moi quelques clopes. » Elle plaqua un shilling sur le comptoir. Le propriétaire gribouilla sur une note sa commande et la glissa dans une fente vers la cuisine. Puis il sortit une petite machine de derrière le bar, prit sa poche à tabac et un lot de petites feuilles et commença, avec un soin particulier, à rouler une cigarette pour sa meilleure cliente. Elle lui permit de la lui placer sur les lèvres, et elle l'alluma. « L'autre est pour toi, Freddy, » dit-elle. « Tiens-moi un peu compagnie. » Le propriétaire s'attela à la fabrication d'une seconde cigarette. Marie jeta un coup d'œil à la fenêtre. Quelqu'un, remarqua-t-elle, avait collé sa tête à la vitre, un enfant de chœur qui la scrutait par-dessus son livre de cantiques avec une expression qui était assez loin d'être angélique. « Alors, Marie, » se risqua Freddy, en léchant le côté d'une nouvelle feuille. « Tu ne te languis pas de ces balades matinales depuis Surrey ? N'as-tu pas envie de traîner du cresson hors de toute cette charmante eau gelée ? Cet horrible panier en osier pendu à tes bras toute la journée ne te manque pas ?» Il fit jaillir la cigarette des rouleaux de sa machine et permit à Marie de la lui allumer avec son briquet. « Tout ça me rend malade, » répondit-elle. « Mais un revenu privé n'est pas une épreuve si terrible. Je peux faire ce qui me plaît. Ce soir, je suis de sortie pour voir de la pantomime. » La commande de Marie apparut à la fente. Le propriétaire la poussa à travers le comptoir. Elle écrasa sa cigarette, engloutit une gorgée de thé et perça la croûte du plat avec sa fourchette. Un petit nuage de vapeur sortit de la pâte brisée. « La mort d'une tante est une chose terrible, » déclara-t-elle. « Même d'une qu'on n'a jamais connue. Même d'une dont on ne connaissait pas l'existence. » Le propriétaire inspira sa dernière bouffée de tabac. « Alors, comment elle a gagné sa croûte, cette vieille dame ?» Marie tapota le bout de son nez avec la lame de son couteau. « Avec quelque chose d'indispensable à chacun, » dit-elle. « Quelque chose qui nous dit ce qui arrive dans le monde, quelque chose qui te permet de garder une trace de ce que t'as dans la caboche, Freddy. Quelque chose qui te permet de lire la Bible et de dire quel Gigi's court à Beverly et qu'est-ce qui va arriver à Pip Pirip. » Le propriétaire resta coi. Marie brisa le silence. « L'encre, Freddy, » murmura-t-elle. « L'encre. » Sur la scène du théâtre Drury Lane, 20 porcs jaillirent d'une rangée de paniers en osier, et l'audience clama son assentiment. « Quand vont-ils tamiser la lumière de la salle ?» demanda Sarah. « Pas avant les années 1880 au plus tôt, » répondit le docteur en regardant sa montre. « Wagner fut la première personne à plonger son audience dans le noir, et il l'a fait pour l'empêcher de se faire de l'œil pendant les récitatifs. À ce moment du 19e siècle, on vous laisse tout plein de lumière pour pouvoir lire le programme. » Il flanqua la brochure sur sa cuisse. « Quelle est la prochaine scène ?» Sarah laissa son regard tomber sur le programme. Un coup d'œil à la dinde, le palais de Topkapi, le sérail, un hommage à Mr. Grimaldi. Situé dans la marge à côté de ces mots se trouvait un visage souriant, dépourvu de cheveux avec un nez en bec et un regard scrutateur monstrueux. Le docteur se frotta les mains avec amusement. « Vous allez adorer ces parties. » Un paysage peint glissa d'en haut. Il représentait des nuages vaporeux roses suspendus au-dessus d'un dôme oriental et de ses flèches. Des piliers donnaient sur l'intérieur du sérail. La toile du tableau ondula légèrement en touchant le plateau. Un duo de techniciens fit glisser une fontaine à l'avant-scène côté jardin. De l'eau se mit à jaillir de son sommet. Puis, dans une vague d'acclamations en provenance des sièges les moins coûteux, un vieux clown coiffé de joyaux vint se placer sous les feux de la rampe. Il était identique à l'illustration de la brochure. Une monstruosité comique faite de peintures grasses et de mastic. Il s'adressa au public comme s'il parlait par-delà le mur de son jardin. « Ces étrangères turques sont une toute autre chose que nos dames anglaises, » il annonça. « Car elles, bénissez-les, sont toutes de charmantes âmes et ne manquent pas d'esprit, comme nous le savons tous. Quand la jument grise est le meilleur cheval, et si les dames ottomanes s'édifiaient un minimum à Billingsgate, les poissons plats se trouveraient vite sols et joueraient à la main chaude avec les hommes musclés. » Des rires fusèrent à travers l'auditorium. La dame, assise à côté du docteur, lui fit l'honneur d'un coup de coude dans les côtes. Il se retourna vers Sarah.
Ne vous inquiétez pas, j'ai vécu pire. Sarah siffla entre ses dents. Il racontait principalement des cochonneries, n'est-ce pas? Le docteur hocha la tête. Sarah fit de même et reporta son attention sur le programme. Ce qu'elle vit la terrifia au point de lui couper le souffle. La brochure était ouverte, sur ses genoux, à la page annonçant l'apparition du clown. Mais l'illustration s'était altérée. Elle continuait de s'altérer sous ses yeux. L'expression du clown était devenue celle d'un meurtrier. Il avait sorti un instrument tranchant de la poche de son pantalon et la regardait depuis le papier. L'encre luisante glissait comme un organisme qu'on observait au microscope. Le clown leva un sourcil malfaisant et tira une langue goudronneuse. Il fit un clin d'œil. Il glissa sur ses pieds de telle sorte que son profil était visible de 3/4. Il leva sa dague au-dessus de sa tête et se mouva le long de la page de droite et disparut au bout, probablement à la recherche d'une victime sur la page d'après. Le docteur se mit à suivre le regard de Sarah et put observer juste à temps un pied disparaître de la page. Il saisit le programme et tourna la page. Les illustrations suivantes n'étaient visiblement pas animées, mais étaient tout à fait grotesques. Le clown, ses yeux chargés de fureur, faisait tourner son couteau dans le corps de la veuve Twankey. « Bon sang !» souffla le docteur. Et sur le siège juste derrière lui, une pensée plus vulgaire encore traversa l'esprit de Marie Prue. Simia, dite le chaînon manquant, s'assit près de son urne à thé et farfouilla à travers son réticule à la recherche de sa liste de cartes de Noël. Son crayon, en équilibre entre ses doigts délicatement duvetés, se pencha vers la liste de noms. « J'ai un problème d'étiquette, déclara-t-elle. Chang et Eng, une carte ou deux? Qu'est-ce qui est plus approprié pour des jumeaux siamois? » La salle verte du hall égyptien était chargée par l'odeur de thé vert et celle de la fumée de chiroute. La dernière prestation arrivait à sa fin, et les gens buvaient un dernier verre avant de vaquer à leurs occupations. Le professeur Hemdale cracha sur sa vue fondante, son projecteur d'image qui montrait l'éruption de l'Etna, et frotta la lame en verre de son appareil avec un chiffon sale. Miss Hutchinson, la femme au visage porcin, déroula de son papier un bonbon sherbet, fit sauter le bonbon dans sa bouche avant de l'enfermer derrière son impressionnante dentition. Bracebridge Huns, le célèbre zoologiste, avait le nez dans ses notes concernant les gibbons. Gabriel Est, le manager du sensationnel Poisson qui parle, récurait ses ongles avec une cuillère à thé tout en comptant les dalles de carrelage autour de la cheminée. Il n'y avait plus que Anak, le roi des géants, un Français de 8 pieds de haut dans un kimono noir, pour répondre à la question de Simia. « Un seul, dit-il, sans même lever le nez de son exemplaire de The Boy Detective. Eng n'a jamais été un grand lecteur. Je lui ai acheté une jolie édition marocaine de East Lynne à leur dernier anniversaire, et je ne pense pas qu'il ait dépassé le moment où l'héroïne est mutilée dans un accident de voiture. » Il fit une pause. « Et aussi, puisque tous deux sont taoïstes, il serait sans doute préférable de ne pas leur envoyer de cartes. » Simia considéra ces renseignements et raya leur nom de sa liste. Puis, elle plissa le visage en fronçant les sourcils. « Et au sujet de Julia Pastrana ?» se risqua-t-elle. « Catholique romane, » répondit Anak. « Tu n'auras pas le même problème, mais tu sais bien qu'elle est morte. » Simia n'en savait rien. Anak lui dit de ne pas s'inquiéter. « Ce triste fait ne doit pas t'empêcher d'envoyer tes vœux pour la saison. Son mari a fait parfaitement embaumer sa dépouille. Un nouveau procédé russe, je crois. Ça donne un air de vivant aux morts. » Le professeur Hemdale rangea ses diapositives, se versa du thé depuis une urne et but sa tasse d'une traite convulsive. Cette action fut rapidement suivie du genre de tremblement qu'un homme pourrait subir après avoir avalé une fournée d'anguilles vivantes. Ce qui, par coïncidence, était l'action qu'il avait pratiquée dans les jeunes années de sa carrière, dans des tentes et dans des expositions à travers les îles britanniques. « Tu vas te ruiner l'estomac, tu sais ?» l'avertit Simia. « Je suis au courant, » coupa le professeur Hemdale. « Je suis professeur. » Il marmonna quelque chose de contestable dans un souffle. Ce n'était qu'une remarque. Certaines constitutions ne le toléreraient pas. Miss Hutchinson, ici présente, pourrait manger des agneaux crus toute la nuit sans souffrir du moindre inconvénient gastrique. Miss Hutchinson confirma que c'était vrai. Elle avait, confia-t-elle,
consommait 17 huîtres sur un mois qui comportait dans son nom 2 R, et il ne lui était rien arrivé. Mais le professeur M. Dale ne voulait rien entendre. « Votre ligne d'expertise, Miss Simia, passe des parts parallèles au discours sur la théorie de la sélection naturelle. La mienne est la vulcanologie, et je ne suis pas certain qu'aucun d'entre nous soit qualifié pour se prononcer sur l'avenir de mon ventre. » Simia n'eut pas le temps de relever sa remarque. La porte du hall s'ouvrit en grand, et le régisseur junior, George Evans, entra. Il avait le souffle court et le visage pâle, et ses lunettes changeaient ses yeux veineux en un bassin de verre de vase. « Pas de spectacle demain soir, les amis, » souffla-t-il. « Les cloches de Saint-Paul retentissent. » Anak posa son magazine. « Alors il est mort ?» Evans hocha la tête, gravement. Gabriel Est posa sa cuillère, en signe de respect. Simia reprit son crayon et raya un autre nom de sa liste. Le professeur M. Dale leva sa tasse. « Joyeux Noël » murmura-t-il. Puis il fut pris d'une quinte de toux. Les locaux de Charles Goodall et Fils étaient installés dans une cour sombre à Seven Dials. Des lumières suifeuses émanaient de derrière les fenêtres. Derrière la vitrine, une sélection des récents travaux de la compagnie était suspendue le long d'une ficelle. Une carte représentant un rouge-gorge tenant un brin de houx dans son bec, une histoire macabre penny number avec pour titre « Perdu dans les égouts de Londres » et une gravure de Madame Vestry en sans-culotte. Il avait beau être minuit, le grondement sourd de l'énorme machinerie traversait la maçonnerie. À l'intérieur, le travail était en plein essor. Le docteur était légèrement en dehors de son élément. « Je me demandais, dit-il, s'il n'aurait pas mieux valu de rencontrer directement notre clown dans le sérail. Il pourrait être à l'origine de ce que nous avons vu. Peut-être fait-il de la télékinésie en plus de ces blagues douteuses. »« Peut-être qu'il le peut, » répondit Sarah. « Et on pourra aller le voir dans sa loge lorsque le spectacle sera terminé. Mais puisque la firme qui a imprimé le programme est juste au coin de la rue, ça me semble mieux de commencer par là. Vous ne trouvez pas ?» Le docteur accepta la logique de l'argument et s'acharna sur la sonnette. Une voix de l'intérieur tenta de leur répondre par-dessus le bruit des machines. Sarah, qui interpréta ceci comme une invitation à entrer, ouvrit la porte. À l'intérieur du magasin, 2 hommes travaillaient furieusement sur une presse manuelle. L'un mettait de l'encre dans les rouleaux, l'autre glissait du papier cartonné entre les mâchoires de la machine. Cela leur demandait beaucoup d'efforts, et ils n'allaient pas s'arrêter pour les beaux yeux de leurs visiteurs. « Si c'est pour nous proposer un autre travail, on peut pas le faire !» aboya M. Goodall senior. « Nous avons 17 cahiers de cartes de visite à terminer ainsi que le programme du concert de monstres de l'hôpital Saint-Gart. Et en plus, il y a les cartes de Noël pour le souvenir chrétien. » M. Goodall Jr. essuya son front avec son bras, ce qui lui laissa une tache d'encre entre les sourcils. « Je plains Gladstone, » haleta-t-il. Le docteur, compréhensif et compatissant, répondit. « L'abrogation de la taxe sur le papier, vous voulez dire ? Ce n'est pas plus mal de s'en débarrasser, mais dans ce cas, qui va se charger d'imprimer tout ça, hein ?» M. Goodall senior était content de voir que des visiteurs comprenaient leur position. « Précisément, monsieur, s'exclama-t-il. Si seulement nos clients étaient aussi compréhensifs. Il y a 2 ans, nous n'imprimions que des jeux de cartes, puis la taxe sur le savoir-faire a été jetée aux ordures, et personne ne s'est vraiment reposé depuis. Savez-vous que ça agit comme une sorte de famine ? Nous avons dû nous rendre dans les sous-sols pour récupérer de vieilles impressions. Certains lots de cartes partiront avec celles avec un long L à la fin du mot Noël. Je n'en suis pas servi depuis l'enfance. Plutôt embarrassant, n'est-ce pas ? Ça nous fait passer pour le magazine Le Spectateur. »« Et en ce qui concerne l'encre, demanda Sarah, y a-t-il une pénurie d'encre ?» M. Goodall senior laissa échapper un rire gras. « Pas dans le secteur, mademoiselle, mais peut-être y en a-t-il dans la rue voisine, ou dans celle d'après. »« Vous avez réussi à contourner le problème, alors ? » ?»« Disons simplement, » répondit M. Goodall Jr., « que nous n'avons plus besoin des services de l'usine de noir de carbone. »« Peut-être, » reprit M. Goodall senior, essayant d'étouffer un début de crise d'hystérie, « peut-être qu'il devrait la fermer et accrocher une plaque au mur qui dirait « Charles Dickens travaillait ici !» M. Goodall Jr. explosa de rire et bascula en arrière vers une pile de papier jaune brut. Il ne s'arrêta de rire que lorsqu'entra une femme enveloppée dans un ensemble de fourrure. « Votre attention, messieurs, » déclara-t-elle. « Le prince consort a rendu l'âme. Je pense que vous aurez besoin du souffle de l'Éternel avec vous. »
Elle plongea sa main profondément dans son petit sac en velours et en sortit un petit flacon en verre avec un bouchon argenté. Au même moment, Sarah sentit du mouvement à la fenêtre. Elle se retourna et vit une forme noire glisser sur le volet. Elle fut rejointe par une autre, et encore une, jusqu'à ce que la surface du verre soit recouverte de noir et de visages souriants de clowns de pantomime. Ce fut Anak, le roi des géants, qui découvrit le corps de Simia, dite le chaînon manquant. Et c'était pour le mieux, car seul Anak avait la possibilité de la réanimer. Simia était effondrée contre la porte de sa loge. Ses genoux poilus étaient contre son torse, et ses bras étaient levés au-dessus de sa tête. Elle avait visiblement tenté d'échapper à son assaillant en reculant le dos à terre. Autour d'elle, sur le plancher, se trouvait tout un tas de petits rectangles de carton blanc et vierge. Anak sortit un tube en ivoire, sculpté, de son sac en toile, et s'en servit pour écouter son cœur. « Crise cardiaque, marmonna-t-il. Excellent. Enfin quelque chose dans mes cordes. Il s'agenouilla près d'elle et pressa ses mains l'une contre l'autre, comme quelqu'un qui prie. Après un court instant, il sépara ses mains. Une voix se fit entendre dans la rue, un vendeur de journaux qui criait à propos du décès royal et du palais de Windsor. Puis s'écoula un long silence. Alors, comme un voyageur en train s'emparant d'un journal sur un autre siège, Anak prit un morceau de carte qui était sur le corps de Simia et le retourna dans sa main. À cet instant, la lumière révéla une inscription sur sa surface blanche. En l'observant sous le bon angle, il pouvait voir un joyeux Noël avec un long L et l'ombre d'un rouge-gorge tenant un brin de houx dans son bec. Que m'est-il arrivé? Les yeux de Simia étaient grands ouverts. Elle peinait à se relever. Rien qu'un peu de carbonate d'ammonium ne peut guérir, roucoula Anak. C'était le choc de la nouvelle concernant le prince, j'en suis certain. Qu'est-ce que la reine va faire sans lui? Qu'allons-nous faire sans lui? Anak remit Simia sur ses pieds, restant baissé pour ne pas se cogner à aucune architrave. Alors qu'il quittait la loge, Simia sentait ses forces revenir, au point où, lorsqu'ils trouvèrent George Evans, le régisseur ne vit aucun signe alarmant. « Un gentleman souhaite vous voir, monsieur. » Il haleta tout en retirant ses lunettes pour les essuyer sur un pan de sa chemise. Il n'a pas de carte, mais s'est présenté comme étant un docteur. Il a l'air d'être dans le métier. Et dans bien d'autres, voyez-vous, renchérit le docteur, apparaissant derrière Evans et saluant Simia d'une profonde révérence. Mais ce soir, je suis ici en tant qu'amateur. Je suis simplement venu rendre à ce monsieur un objet qu'il a égaré. Les yeux du docteur balayaient Anak de haut en bas. Quel est donc ce merveilleux pudding qu'ils font dans la ceinture d'astéroïdes de Hextacosulus, monsieur Anak? Cela fait trop longtemps que je ne m'y suis pas rendu. Le visage d'Anak s'illumina d'un sourire nostalgique. Docteur, vous êtes un homme de goût, malgré votre cape. Je suis heureux de faire votre connaissance. Pensez-vous que si nous en faisions une description au cuisinier de Cremant Gardens, celui-ci serait capable de nous en préparer? Nous pouvons essayer, mais je doute que Chelsea soit pourvu d'un fournisseur capable de nous prodiguer le lait de vache de sable de Hextacosulus. Et il est trop tard pour ça, de toute manière. Habituellement, le dimanche matin vers 1 heure, la piste de danse de Cremant Gardens aurait été secouée par pas moins de 200 pieds sur le rythme d'une polka mazurka. Ce soir, la piste était vide. L'orchestre, qui était installé dans une petite pagode au centre de celle-ci, jouait quelque chose de lent et rassurant. Quelques couples erraient silencieusement sous les ormes qui bordaient la pelouse. Des escrocs, installés dans des boxes, consumaient du champagne et des huîtres avec un sérieux sépulcral. Sarah Jane Smith et Mary Prue s'assirent à leur table, regardant les lumières colorées qui émanaient de la grotte de cristal. « Quand j'étais petite, » dit Marie en jouant avec son flacon entre ses doigts, « mon père m'avait emmené ici voir l'ascension en ballon de Madame Poitevin. Il l'avait habillée comme Europe en l'asseyant sur un taureau. Vous auriez dû l'entendre beugler quand ils ont allumé le gaz. » Elle passa la bouteille contre sa joue, profitant de sa chaleur. « Pensez-vous que ces choses vont continuer de me suivre ?» Sarah jeta un regard vers la piste déserte. « Ça dépend s'ils aiment les huîtres. » La porte de leur box s'ouvrit et entrèrent alors le docteur, Simia et Anak. Le géant se baissa pour éviter le linteau, fixant Marie d'un regard sournois, et il s'assit en bout de table.
Le docteur et Simia prirent place à ses côtés, mais ils ne dirent rien. Marie Prue, commença Anak. Je suis heureux de vous revoir. Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez quitté dans l'urgence, juste après avoir farfouillé dans mon sac en toile, si je ne m'abuse. Marie rougit. Elle laissa le flacon sur la table. Il est tard, soupira le géant. Mais avant que chacun puisse se retirer sous ses draps, j'aimerais vous raconter une histoire. Et il entama son récit. Ce fut, d'après Sarah Jane Smith, le plus long discours d'après-dîner qu'elle avait jamais écouté. Il y a longtemps se trouvait un monde nommé Extacosulus bleu. Ses habitants avaient une passion dévorante pour une seule chose, la guerre. Et quand l'une s'achevait, les survivants entamaient la suivante, puis la prochaine, et encore celle d'après. Jusqu'au jour où le général annonça que ce jeu n'était plus amusant, et que les armées restantes devraient joindre leurs forces contre un nouvel ennemi, le monde jumeau de Extacosulus verte. Et ses habitants étaient tout aussi belliqueux. La plupart d'entre eux étaient désorganisés. La guerre fit rage pendant 10 000 ans. Et vous savez quoi? Ils ont adoré ça. Nous, dans la ceinture d'astéroïdes qui remplit l'espace d'Extacosulus, nous ne pouvions que garder la tête baissée. C'était notre credo. Mon père mesurait 2 pieds de long et il vécut la plus grande partie de sa vie dans des tunnels à l'abri de la surface. Il vécut à l'intérieur durant 10 000 années, au cours desquelles bleu attaquait verte et verte attaquait bleu, jusqu'au jour où il se réveilla entouré par le silence. La bataille semblait terminée. Plusieurs groupes d'enquêteurs partirent de la ceinture d'astéroïdes en expédition et se posèrent sur la surface de bleu et de verte. Ces deux mondes n'étaient plus que de grands déserts blancs et vides, sauf dans une zone reculée de Extacosulus bleu. Mon père y découvrit un petit bassin contenant un liquide noir et épais. Il ondulait, se mouvait, se tortillait dans tous les sens. Il prit un échantillon et l'étudia au microscope. Savez-vous ce qu'il a observé? Il a vu la guerre entre verte et bleu. Personne ne sait quelle arme a pu les réduire à cet état. Mais ils étaient là, sur la surface du microscope, réduits à l'état de microbes en guerre, se percutant, s'étranglant, luttant encore et encore. Et ainsi la guerre continua, dans un flacon dans l'étude de mon père, durant 10 000 ans de plus. Ceci finit par devenir un objet de curiosité qu'il présentait en soirée. Il le plaçait dans un stéréoptique et nous observions la bataille projetée au plafond. Jusqu'au jour où j'ai quitté mon foyer, emportant le flacon avec moi, me disant que je pourrais me faire un peu d'argent en projetant ce conflit devant des spectateurs payants. Puis, je vins à Londres, et vous, Marie Prue, m'avez invité dans un bar coquet, le Lamb and the Flag, sur Long Acre. Madame, dit le docteur en croisant ses doigts comme un juge, est-ce que vous réalisez que pendant ces 3 derniers mois, une guerre interplanétaire a fait rage à l'intérieur de votre sac à main? Marie Prue ne l'écoutait pas. Elle fixait un groupe de nouveaux invités qui s'étaient glissés dans le box sans y être conviés, s'étant déversés sous la porte comme une flaque de mélasse, suintant sur les lambris et sur le papier peint de la cabine, se transformant peu à peu en une mare de petits visages et de petites têtes, et autres formes. Il y avait un ensemble de clowns de pantomime, une horde de petits rouges-gorges aux yeux globuleux, quelques choristes souriants, et d'autres encore jusqu'ici inconnus de Marie. Une suite royale d'un jeu de cartes, 16 puddings de Noël qui s'agglutinaient avec malignité, une agglomération d'églises de campagne enneigées, et une forêt de poiriers tous surplombés par une perdrix au regard vicieux. « Les rouges-gorges de mes cartes de Noël !» s'exclama Simia. « Anak !» reprit le docteur sèchement. « Sommes-nous en danger ?» Seule Marie Prue l'est, entonna le géant. Elle a gardé cette guerre près d'elle pendant 3 mois. Elle l'a bercée dans sa poche, s'est réconfortée avec. Maintenant, elle doit devenir son ultime champ de bataille. Il poussa le flacon à travers la table, qui vint rouler presque jusqu'entre les mains de Marie. « Buvez. »« Ne faites pas ça, » murmura Sarah Jane Smith. Anak l'ignora. « Buvez, » reprit-il.
Marie lança un regard au docteur, mais ne vit aucune compatissance dans le sien. « C'est le seul moyen de conclure cette histoire, » affirma-t-il. « Ceci, Marie, est votre moment Sidney Carton. » Marie se releva, la main tremblante. Elle déboucha le flacon. « Pour le prince, » dit-elle. « Dieu ait pitié de son âme. » 6 heures plus tard, rongeant les arêtes d'une énorme paire de harengs rouges dans un bar des plus confortables de Mercer Street, Sarah Jane Smith avait du mal à recoller les morceaux concernant la fin de son souper à Cremont Gardens. Elle se rappelait très bien que Marie avait ingurgité le contenu du flacon d'un coup, que toute cette masse de petites formes grouillait sur son corps comme des fourmis sur une pomme d'amour tombée par terre, qu'au lieu de crier, Marie s'était mise à pousser des rires gras et avait donné une grosse tape dans le dos de Anak. Elle se souvenait également d'avoir entendu le docteur appeler le maître d'hôtel pour obtenir une caisse de champagne. Cependant, il y avait une image qui restait dénuée de sens dans la lumière froide de ce dimanche matin de 1861. Le docteur, Simia et Anak chantant à tue-tête « Rule, Britannia », alors que Marie Prue, debout sur la table, s'extirpait de son corset. Et sur son dos, Sarah en était certaine, se trouvait étonnamment le tatouage le plus éclatant et complexe qu'elle ait jamais vu. Le Crystal Palace brillant de 1000 feux sous un soleil d'été, les armoiries de la maison Saxe-Coburg-Gotha, avec le lion de Thuringe et le dragon rouge de Mason, avec la reine Victoria et son prince consort Albert, en tenue médiévale, se regardant droit dans les yeux. Le travail était si raffiné que les moustaches d'Albert semblaient se mouvoir dans la brise. Sarah résolut de ne plus jamais boire de champagne datant d'avant 1850. Le propriétaire posa un mug de café sur le comptoir. « Le sieur qui vous accompagne reviendra-t-il, mademoiselle ? Ses œufs sont en train de griller sur le dessus. » La réponse ne se fit pas attendre. Le docteur franchit la porte de l'établissement, toujours pas très droit sur ses pieds. Il approcha un tabouret du comptoir, s'effondra près de Sarah Jane Smith et sortit un journal de la poche de sa veste en velours qu'il présenta à sa compagne. « Soyez discrète avec ça, » dit-il, tout juste sorti de la bibliothèque du Tardis. L'article ne paraîtra pas avant une dizaine de jours. La première page était encadrée d'une encre noire funèbre. Sarah regarda la date. 24 décembre 1861. Le docteur pointa du doigt une annonce dans la colonne des divertissements. Hall égyptien, Piccadilly. Prestation spéciale pour la durée de la semaine de Noël uniquement. Maria Parotta. Le panorama vivant. Une merveille de l'art du tatouage. Un hommage singulier au regretté prince consort. Les messieurs recevront un cigare, gratuit. Le docteur rangea le journal. Et si nous restions dans les parages encore quelques jours pour voir sa performance ? Chuchota-t-il. J'ai entendu dire qu'elle était prodigieuse.